Après le choc, l'émotion, Daniel Césaire Gédéon, le pêcheur disparu en mer depuis 5 jours, a finalement été retrouvé sain et sauf. Le témoignage de ce matelot rentré à bon port dans ce journal. Dialogue de sourds au Crédit Agricole. La direction a cédé sur le maintien de la prime de vie chère, mais le conflit n'est toujours pas réglé. L'heure serait même aux négociations sur les sujets de fond. Nous ferons le point avec Karen Diam. Et l'allocation de rentrée scolaire sera versée quelques jours avant la rentrée. Les allocataires seront obligés de passer par la case télédéclaration sur Internet. Les explications dans ce journal avec Linda Kayarsi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche d'information. Ils avaient gardé espoir de le retrouver. Après 5 jours de dérive en mer, la famille de Daniel Césaire Gédéon peut exprimer un ouf de soulagement et sécher ses larmes. Le pêcheur de Basse-Terre a été retrouvé hier après-midi par un équipage grec. L'histoire d'une fortune de mer qui se finit bien. Un reportage signé Isabelle Amo, Moïse Dexter. La partie d'édition, on a mis mon point, m'était sombré. Et là, ben point là, il mal ben moins machin là. Il mal ben point à lever moi au 240 et brilla au 270. Bah c'est quoi on m'a demandé 30 000. Là arrivé là pas jeune brilla et en plus de sur notre bruit, ça pas marché. Et en rentrée Tibrin, un jeune petit capesté Jabo, on m'a demandé quand il point, il dit mais j'ai point jusqu'en petit douade. On dit en cas de descendre ici prête-moi. L'arrivée ici prête-moi, bon déjà dans les 3 heures. L'arrivée là, on passait c'est un petit moment sembré, là regardez, moto là commencé faire me dit pas qu'il encore. On s'est insisté veille, il parti, il nous fait un autre tour. Après ça, l'équipe prend un coup de l'eau, il dit pas qu'il encore arrêté et ça partit en des cauchemars. Et ça pas changé revenu bien encore. Et à partir de ça, on envoie presque et au moins 10 000 de Guadeloupe à la fabrique. On voit les manteaux là. Manteaux là, il y aura les mêmes manteaux, mais 2000 à terre, l'entrée 2000 à terre, avant la vie changer sens. Quand il vient face en dos, il était quand même rentré bien. Il vient changer sens, il peut porter sortie à présent. Par les porter sortie, voilà, plutôt par la droite et par des gens qui encore. Moi qui allais en baisser tout le bitin, mais tout le bitin avait addition au bon bateau qui a passé, qui fait signe. Et ça a parti en cauchemar, ça a venu dériver. Ça a venu à 400 000 de la Guadeloupe. Et ça n'a pas jamais vu bitin encore. Mais seul bitin là, on voit ça pas bitin, bon pas y mettre manger au bol là. Seulement bala pour réunir, après tout bala pour il a été nivel en l'air. Bon ça a été atteint premier par un petit gens fait un fouté bala avec encore moins. Et bien, en couper ça fait con jambon, on met des chiens qui manger. C'est ça qui est sauvé. Là, les bateaux là viennent pas trouver moins. Ils font une échelle rentrer, descendre dans la mer là. Ils font un moto au bord là. Et bien, ils traitent au même butin que 4 étoiles dans l'hôpital. Même butin parce qu'il y a un docteur en bateau là. Un docteur en bateau là et il y a un cuisinier. Premier butin, il a fait soupe, mais pas soupe pour nous ici. Si on a un conseil à un pêcheur en la mer là, souvent pêcheur pris en la mer là, pas faire boss en la mer là, pas de boss là, pas ici mes couillons là, pas de couillons là. Sans mi-temps quand nous là, en mi-temps quand nous là, la loi dit c'est là comme ça là. Et là, il sentit fatigué, entre en bas cabine là, reposer, puis prendre moins soleil, puis utiliser moins d'eau, puis consommer de l'eau là. Chaque fois soit puis consommer de l'eau, pas faire pour dire qu'on s'est boire de l'eau par la voie. Parce que tout ça est un bateau là qui est mort pour la soif. Pour la soif. C'est vaut mieux pas ni manger, mais ni de l'eau on la met là. C'est de l'eau là qui est bien. La 5 kg, 5 kg de boire qui est bien moins. Et les employés du Crédit Agricole en grève depuis plus d'1 mois ont obtenu le retrait du projet de suppression des 40% pour les nouvelles recrues. Mais rien n'est réglé. Aucun protocole de fin de conflit n'a été signé pour le moment. Le point avec Karen Diam. Après 1 mois de conflit, la direction du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a invité les organisations syndicales représentatives à une nouvelle séance de négociation. Objectif, établir et finaliser un protocole de fin de conflit.
Nous tenons rendez-vous à 11h avec la direction. Nous tenons une séance de travail à faire. Et nous traper concours en espère qui accompagne nous. Donc, là, nous entrons. Premier but, posez-nous la question qui sont les gens qui sont autour de la table là? Nous répondons il y a les organisations syndicales et on espère comme la loi qu'a prévoit. Nous va poser les mêmes questions, nous dit comme la loi le prévoit. Donc, il faut nous savoir que nous avons la possibilité, dans des cas comme ça, de toujours faire nous accompagner, nous espérons. Donc, il y a demandé nous en suspension de séance, nous allons essayer de revenir, dans tous les cas, nous quitter table là. Donc, de cas où il y a une base d'information là, nous pouvons même commencer le travail, déjà parti. Et nous ne pas bouger dans la table là, nous simplement venir base d'information là, et nous allons revenir. Nous allons retourner à la table. Merci. Après cette première suspension de séance, les négociations auront repris aux alentours de 12h30 pour une nouvelle suspension à 13h et une nouvelle reprise à 14h. Depuis, les négociations se poursuivent au siège social de Petit Pérou. Et cette mobilisation a relancé l'éternel débat sur le devenir de la prime de vie chère en Guadeloupe. Un avantage instauré dans les années, je vous rappelle, les années 50 pour compenser le décalage des conditions de vie entre les fonctionnaires de France et ceux des territoires ultramarins. Est-ce une bonne chose pour la Guadeloupe que les 40% aient été maintenus? Karen Diama a souhaité connaître vos avis. On vous écoute. On a maintenu, mais on n'avait jamais dit qu'on allait les enlever pour ceux qui l'ont déjà. Donc on a maintenu pour ceux qui l'avaient déjà. Mais ceux qui arrivent, à un certain moment, ne l'auront plus. La vie est déjà suffisamment chère à la Guadeloupe et que tout ce qui est en plus est bon à prendre. Donc c'est très important pour la vitalité de l'économie de maintenir les 40% parce que les produits sont très très chers à la Guadeloupe. Très important pour nous. C'est pour la vie chère. Tout ce qu'on achète ici est beaucoup plus cher que ce qui se trouve en France. Alors il faut une compensation. Voilà. Ça dépend de, comment dirais-je, du côté où on se trouve. Hein. Donc pour certains c'est une injustice, pour d'autres, mais ça fait des années que ça dure, donc c'est pas évident pour ceux qui en bénéficient de changer de statut comme ça sur le plan financier. Donc ça a toujours une incidence négative pour eux et pour l'économie forcément aussi. Parce que maintenant la vie est dure, la vie est chère. Il faut mettre 40%. C'est un faux débat. Il y avait les 40% à un certain moment. Tout le monde a profité. Mais maintenant, les choses ont changé. Et si vous faites allusion à la lutte qu'il y a au Crédit Agricole, personne ne perd les 40%. Ce sont les nouveaux qui vont arriver qui ne l'auront pas. Tôt ou tard, ça se fera. Ils auront toujours leur 40% de vie. Mais oui. Ils ont toujours 40%. C'est les nouveaux qui ne l'auront pas. Et c'est pourquoi ils sont en train de lutter pour que ça ne puisse pas arriver pour les nouveaux. Et on en a besoin pour survivre et pour faire vivre aussi tout le commerce et tout. Voilà. Pour moi, c'est bon. Les 40%, moi, je trouve que c'est bon. Parce que tout le monde parle des 40%. Et si on donnait à tout le monde des 40% par rapport à la vie d'actuelle, c'est vraiment... Ah non. Pour moi, il n'y a même pas assez. Et dans le reste de l'actualité sociale, un nouveau dispositif va être expérimenté pour le paiement de l'allocation de rentrée scolaire. Une démarche simplifiée sur Internet. Les explications avec Linda Kayarzi. Jusqu'à présent, pour les enfants de 16 à 18 ans, les familles doivent fournir à la CAF un certificat de scolarité papier dès le mois de septembre. Dorénavant, les familles peuvent déclarer la scolarité de leurs enfants en quelques clics sur le site de la CAF ou son application mobile, plus simple, plus rapide. Alors, les parents concernés, il faut savoir que les parents concernés déjà vont recevoir en fait une alerte, donc soit par mail, soit par SMS. Donc, ils vont recevoir une alerte qui leur indiquera en fait qu'ils sont concernés et qu'ils doivent faire la déclaration sur le caf.fr. Donc, en fait, ils se rendent sur le www.caf.fr avec leur identifiant et leur mot de passe et ils vont donc sur la rubrique télédéclarer la scolarité de mon enfant et ils se laissent guider. Tout est indiqué. Attention toutefois, les allocataires devront confirmer la situation déclarée avant la fin de novembre 2016 sur le site de la CAF pour les enfants de 6 à 15 ans nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010
aucune démarche à effectuer. Pour les 6-15 ans, eh ben, c'est automatique. Dès que les familles, les conditions de ressources sont remplies pour les familles, l'allocation de rentrée scolaire sera versée directement à la fin août. Par contre, pour les familles dont les enfants entrent en CP mais qui n'ont pas encore 6 ans, il faudra que ces familles-là fournissent le certificat de scolarité à la rentrée pour pouvoir, par contre, percevoir l'allocation de rentrée scolaire après. Le paiement de l'allocation de rentrée scolaire sera versé vers la fin août au lieu de courant septembre, comme c'était le cas les années antérieures. Ce coup de pouce financier qui tombe à pic dans le cadre des préparatifs de l'année scolaire est réservé aux foyers ne dépassant pas certains plafonds de revenus. Il y a 3 ans, notre département faisait la une de la presse nationale, non pour vanter la beauté de ses paysages, mais pour parler de la violence qui y sévit. La Guadeloupe était alors désignée comme le département le plus dangereux de France. Un jeune Guadeloupéen a décidé de porter le sujet à l'écran. Marc-Alexandre Montout, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Karukira, qui sera projeté ce mercredi et vendredi prochain au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Alors, tout d'abord, ce sujet a été maintes fois abordé sous forme de reportage, d'enquête par des journalistes. Pourquoi avoir choisi de parler de la violence en Guadeloupe ? Parce que tout simplement, je pense que lorsqu'on veut parler de la Guadeloupe, il faut aussi en parler. C'est un aspect qui est assez particulier. Ben, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on se dit que la violence, c'est uniquement physique, mais la violence, elle n'est pas que physique. Elle est aussi dans notre société, ancrée vraiment dans tous les aspects de cette société en général. Et je pense que ça, il fallait le décliner. Et donc, ce qui m'a permis justement de pouvoir parler de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on peut parler de la famille, on peut parler de la religion, de la jeunesse, de pas mal de choses. Mais il faut aussi parler de ce qui nous concerne et de le montrer d'une manière honnête. Voilà. Vous avez été outré par le traitement de la presse nationale à ce moment-là ? Je pense que oui, parce que personnellement, c'est ce qui m'a fait réagir, justement. C'est de se dire qu'on traite une statistique de 44 morts, mais uniquement, simplement en expliquant qu'il y a des morts, sans forcément, justement, rentrer en profondeur et d'expliquer ou même de donner la parole aux Guadeloupéens. C'est-à-dire que la parole se faisait dans ce type de reportage, mais uniquement à travers des commissaires, des procureurs. Et je pense que ça, c'était important aussi de donner... un visage aux statistiques ? Non, pas forcément un visage, mais une parole justement à cette violence. Parce que justement, dans ce documentaire, on montre plein de choses. On montre justement les jeunes qui sont acteurs de cette violence. On leur a parlé, on leur a demandé justement, et pas forcément de trouver une humanité à cette violence, mais une explication concrètement. Et je pense que l'explication se trouve surtout dans l'histoire, en fait. Comment on s'est construit. On peut dire que justement, cette île, ce territoire, la Guadeloupe, on a été vraiment pétri dans la violence. Nous sommes nés concrètement dans la violence. Et ça, je pense que Karukira l'explique en fait. Voilà. On regarde d'ailleurs tout de suite un extrait de Karukira, ce documentaire. Ouais. Nouvelle agression mortelle à déplorer en Guadeloupe. Hier, en fin d'après-midi, un trentenaire a été touché par balle au niveau de la poitrine. Les circonstances et le mobile restent flous. Il tirait et on ne savait pas ce qui se passait devant. J'étais avec une amie, on s'est donné la main et on a dit il faut appeler le Seigneur, il faut prier. Hier à Capesterre-Bello, il a été abattu dans une station-service vers 18h par un individu à moto. Le meurtrier a pris la fuite. Faut pas non plus stigmatiser la Guadeloupe comme un pays violent. La Guadeloupe, c'est un taux de chômage des jeunes qui est faramineux. 60% des jeunes qui sont au chômage. Le problème de la violence là que nous voyons capter là, ça va amener nous toujours au même problème, c'est-à-dire le problème d'éducation, problème à la famille même, l'éducation dans la famille, l'éducation à l'école et puis l'amour. Tout ça nous a fait au sérieux. Nous n'avons pas fait photo de nous, pas parler de tout ça, c'est comme ça. On vit jouer, on doit être pour un genre. Moi, ce que je vois, c'est que peu importe le système, le pays dans lequel on se trouve, il y a des qualités, il y a des défauts. Il y a des choses aux États-Unis qui sont mieux qu'en France, il y a des choses en France qui sont mieux qu'aux États-Unis. Les jeunes, ils ne veulent rien faire. Certains ne veulent rien faire. Ils attendent sur l'argent qu'on va leur donner. Mais il faut aussi se donner 3 tapes dans les fesses pour réaliser l'œuvre, comme je dis, car il y a des choses à faire en Guadeloupe.
Alors on l'a vu, enfin, on l'a entendu, des propos plutôt glaçants de certains jeunes. C'est cette jeunesse dont on parle régulièrement dans les faits divers. Comment s'est passée la rencontre? Elle se passe naturellement, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est parti, moi pour ma part ça va faire maintenant plus de 15 ans que je suis parti, donc c'est vrai qu'on ne connaît pas, je connais plus grand monde en fait en Guadeloupe mis à part la famille. Donc c'est vrai que pour faire ce type de documentaire, il faut aussi se dire que nous devons avoir ce que l'on appelle des fixeurs. Ce sont des gens qui vont vous permettre de rentrer dans les quartiers, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi expliquer à ces jeunes, mais concrètement, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez montrer, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus forcément nous n'existons pas dans la même réalité, ils sont dans leur réalité. Et donc pour pouvoir nous permettre de rentrer dans cette réalité, il faut, je pense, beaucoup de confiance, beaucoup de temps aussi. Ça a pris du temps justement pour les mettre en confiance? Ça a pris beaucoup de temps, oui. Ça a pris beaucoup de temps. Ne serait-ce que d'expliquer justement, on ne vient pas du même monde, mais on peut cohabiter, tout simplement, et de se parler. Donc c'est vraiment par la confiance que ça se passe. Et quelles sont ces vérités que vous avez pu apprendre justement en étant à leur contact? Eh bien, je ne dirais pas que ce n'est pas forcément de leur faute, mais je le dis encore, tout est une question d'histoire, en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre quelqu'un, je pense qu'il faut aussi se dire, mais d'où cette personne, elle vient. Voilà. Et ce n'est pas qu'une question de se dire, eh bien, il est violent, d'accord, mais il a grandi comment? Il a grandi dans quel quartier? Est-ce qu'il a eu une famille, justement? Et Karukéra, comme je le dis encore, c'est ça. C'est de pouvoir expliquer aux gens, sans forcément donner, parce que je ne dis pas, ce n'est pas un énième documentaire sur la violence. Non, c'est un documentaire qui traite un peu toutes les différentes couches sociales et problématiques de la Guadeloupe. Parce que je crois que vous avez rencontré toutes les strates finalement de la société guadeloupéenne. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que dans ce documentaire, vous pourrez voir un Chris, un Amiralty, un Brasco, des gens, c'est-à-dire que, comme on dit, justement, ce sont des artistes qui sont relativement très écoutés de la jeunesse. Ce documentaire, il est aussi pour la jeunesse. Et le but, justement, ce n'était pas forcément de faire quelque chose de rigide, assez pédagogique. Non, non, c'était vraiment de faire quelque chose de très interactif, un espèce de pot pourri. Dedans, vous allez trouver des extraits de films, vous allez trouver aussi des clips, vous allez trouver tout un tas de passages, justement, qui vont en faire un espèce d'objet hybride et qui va nous permettre... Mais vous pourrez aussi découvrir des Guadeloupéens que personne ne connaît. Et c'est ça aussi C'est un regard qui est réaliste? Ah, tout à fait, authentique. Karukéra est un film authentique. C'est le terme qui revient de par les différentes projections que nous avons déjà pu établir jusqu'à maintenant. En tout cas, les Guadeloupéens pourront juger, puisque le documentaire qui a déjà été présenté en avant-première à Paris sera diffusé les 27, donc mercredi et vendredi 29 au Mémorial Act. L'entrée sera gratuite. Oui, on a tenu que ce soit justement Est-ce que vous appréhendez justement cette rencontre avec le public guadeloupéen qui connaît son île? Pas du tout. Franchement, c'est une hâte même de pouvoir rencontrer le public guadeloupéen. Le mémorial, c'est 276 places. Nous sommes complets déjà pour le 27. Nous avons quand même rajouté une date supplémentaire pour le 29. Et nous attendons vraiment les Guadeloupéens au nombre de 276 pour ce deuxième jour du 29. Mais n'empêche qu'on s'inscrit aussi dans une démarche, celle du Karukéra Tour. Et le but, c'est aussi de passer dans toutes les communes, d'aller à la rencontre de toutes les personnes et de pouvoir faire en sorte que ce film soit vu par le plus grand nombre. Voilà. Alors, tout a commencé finalement avec votre colère vis-à-vis du traitement de la presse nationale. En tout cas, vous étiez outré, indigné. Oui. Nous ne sommes pas très loin, on le sait, il est difficile pour un auteur d'arriver à trouver un diffuseur. Est-ce que le documentaire, est-ce que vous avez réussi à convaincre une chaîne nationale de le diffuser? Non, on n'a réussi à convaincre personne. Malheureusement, c'est ce que j'expliquais par rapport à cette analyse des médias. On se rend bien compte en fait que, sans forcément vous jeter la pierre, mais il y a une orientation précise qui est faite par rapport à ce type. C'est-à-dire, on regarde enquête exclusive, sans forcément les nommer, mais ce type de reportage, ils ne vont axer uniquement que sur une forme de réalité. C'est une réalité, ça existe, mais il n'y a pas que ça en fait. Et c'est simplement pour dire que même si les chaînes n'ont pas forcément voulu le prendre, ce n'est pas grave aujourd'hui. Karukéra, c'est aussi l'exemple de se dire qu'on peut aussi faire par nous-mêmes et de diffuser, de trouver l'alternative. Et donc l'alternative, pour nous, elle est trouvée. Alors bien sûr, si on trouve des diffuseurs, pourquoi pas, tant mieux. Mais nous ne sommes pas, enfin, du moins pour moi, je ne suis pas bloqué dessus parce qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, nous sommes libres.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors, il y a le documentaire, la réalité, et puis il y a aussi la fiction, le cinéma qui fait rêver les jeunes et qui peut transmettre l'espoir. Les ateliers de cinéma étaient organisés ce dimanche dans des quartiers défavorisés de Guyane. Super. Une découverte, en tout cas, qu'ils ne sont pas prêts à oublier. On regarde ensemble. Chaque année, à Saint-Laurent-du-Maroni sont organisés des ateliers culturels pour les enfants de quartiers défavorisés. Ce dispositif national, créé en 2005 par le ministère de la Culture, a été mis en place en 2013 à Saint-Laurent-du-Maroni sous le nom de « Les Portes du Temps ». Les 3 quartiers prioritaires au type de la politique de la ville sont Bacalissé, Saint-Jean et Sable-Blanc. Et nous, ce qu'on propose cette année, on a proposé, par exemple aujourd'hui, ils font des maquettes de notre côté pour les plus grands de l'Artembe. C'est accessible à tous les enfants du quartier, mais quand même, voilà, on a des places qui sont limitées par 10 par atelier. Ce dispositif permet aux enfants de 7 à 17 ans d'avoir accès gratuitement à des ateliers créatifs et culturels de qualité. D'autant plus qu'en période de vacances, peu d'événements leur sont proposés. L'objectif, c'est d'amener des publics socialement plus défavorisés, c'est-à-dire des quartiers qui font l'objet qui sont prioritaires en termes de politique de la ville, de les emmener vers les monuments historiques et vers la sensibilisation au patrimoine et toutes les questions que pose le patrimoine aujourd'hui. Ces ateliers sont à la marge entre le divertissement et la découverte du patrimoine et de la culture. Les enfants découvrent l'histoire de leur passé à travers des activités ludiques à la pointe de la technologie. Le mash-up, en fait, c'est le principe en vidéo de prendre des plans qui viennent de plein d'horizons différents, de plein de médias différents, et d'inventer des histoires, des films avec, en fait. La table en verre, en fait, fonctionne comme une table de montage. On va pouvoir interchanger les plans, choisir l'ordre, on va même pouvoir les couper si on veut. On peut créer du sens à partir de n'importe quoi. Et c'est ça un peu la table de mash-up. Ces formations sont financées par de nombreux partenaires tels que le ministère de la Culture, la direction Jeunesse et Sport, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi que des partenaires locaux comme certains artisans régionaux ou l'atelier vidéo et multimédia. Une belle initiative qui mériterait d'étendre ses frontières dans d'autres quartiers encore trop renfermés. Restez avec nous dans un instant, la foire aux livres de Pointe-à-Pitre qui fait le bonheur des fans de lecture. Et puis nous plongerons dans l'univers impitoyable des pitacoques. Plus que 5 jours avant le coup d'envoi de la 32e édition du Tour des Yoles de Martinique, sur l'île Sœur, les loueurs de catamarans et autres bateaux sont en effervescence. Il s'agit pour eux de la période la plus fructueuse de l'année. Reportage Guillaume Bacoul d'ATV Martinique. À la marina du Marin, pour les catamarans, l'heure est aux dernières vérifications techniques avant chargement. Là, je vérifie le niveau d'embase, le niveau d'huile d'embase, le niveau du moteur, la tension de la courroie. Ancien sauveteur en mer, skipper depuis plus de 15 ans, Guy Michel connaît bien le profil des plaisanciers du Tour des Yoles. Il adapte donc les préparatifs en conséquence. Il faut faire plus attention que d'habitude parce que sur une semaine, les gars ils tirent à fond sur les moteurs. Donc il faut surtout s'axer sur le moteur, c'est-à-dire l'huile, la vidange, si elle est faite, si elle est bonne, et les courroies. On est déjà presque prêt. Il ne reste pas grand-chose, juste les petites choses à finir, les derniers réglages, le lavage, mais quasiment on est prêt. Et c'est toute la flottille qui peaufine ses préparatifs. Si Pierre, le chef de base, fait passer les dernières consignes, ici, tout le monde est déjà rodé. À la Martinique, hors saison touristique, l'activité vit au gré des événements populaires. On a l'habitude d'organiser ce genre de manifestations, hein, comme la Mercury, comme le Tour des Yoles, comme les concerts, les festivals de jazz à Sainte-Lucie, tout ça, où on a à chaque fois des gros phases de départ. Et là, on a 23 bateaux qui partent pour le Tour, plus après des bateaux qui partent aussi le même jour, mais eux en charter plutôt. Résultat, sur la marina du Marin, plus un seul bateau n'est alloué. Chez ce professionnel de la location, on peut même se permettre le luxe de sélectionner la clientèle. C'est un événement important. C'est vrai qu'on a énormément de demandes. On filtre pas mal parce que on fait attention à qui on loue nos bateaux, hein, parce qu'il y a quelques débordements des fois sur le Tour des Yoles. On fait quand même attention. On a nos clients habitués. On fait beaucoup de comités d'entreprise ou avec nos propres skippers. On essaye de bien gérer l'événement et
pour éviter les problèmes. Dimanche, la flottille lèvera l'ancre, cap sur le Tour 2016, et ne devrait revenir que pour une brève escale mardi, à l'occasion de l'étape Anse-Darlé-Marin. Et retour chez nous en Guadeloupe où ce matin, l'association pointoise pour la promotion de la citoyenneté a organisé une foire aux livres à la Maison de la citoyenneté de Pointe-à-Pitre. Des livres vendus dont les bénéfices serviront au développement des activités sociales et citoyennes de l'association. Reportage Linda Kayarzi. À la Maison de la citoyenneté, près de 1500 livres attendent d'être lus. Une belle occasion de contribuer à l'entraide, tout en se procurant des livres à très bas prix. C'est une foire aux livres et qui s'intitule Lire en vacances. Donc en fait, c'est permettre à des gens, aux personnes de venir, de voir un livre, le livre lui plaît, donc il achète. Et il achète, mais c'est lui qui décide du prix. Donc c'est à son bon cœur et donc c'est lui qui voit voilà, si le livre lui plaît ou voilà. Des romans, des grands classiques littéraires offerts gracieusement pour le plus grand bonheur des amoureux des livres. J'ai trouvé le dernier matin de M. Maxime Pont, comme j'aime beaucoup ce monsieur, et je l'avais perdu. J'avais prêté ce livre-là et je l'avais perdu. Et puis oui, j'ai trouvé mon petit bonheur avec des livres à 50 centimes. Moi, je trouve ça très intéressant. Et puis, ça permettra de pouvoir lire aussi pour les enfants. L'intégralité des bénéfices récoltés serviront aux activités sociales et citoyennes de l'association pointoise pour la promotion de la citoyenneté. C'est un lieu où nous accueillons des personnes, des citoyens, des personnes qui viennent pour connaître leurs droits et connaître leurs devoirs. Donc souvent, nous avons des personnes qui viennent et qui sont en grande détresse. Donc souvent, ils n'ont pas le ressort nécessaire pour rebondir. Donc de bouche à oreille, ils ont entendu parler de la Maison de la citoyenneté de Pointe-à-Pitre. Donc c'est quelque part leur dernier rempart, enfin le dernier endroit où ils viennent. La foire aux livres, dont c'est la première édition, se tient jusqu'au 28 juillet à la Maison de la citoyenneté de Pointe-à-Pitre. Après plusieurs semaines de préparation, des répétitions intenses et une élection stressante, le suspense a pris fin. Magali Adelson a été élue samedi soir Miss Monde Guadeloupe 2016. Cette reine de beauté est avec nous ce soir. Magali Adelson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où on a prononcé votre nom? C'est Magali Adelson qui est élue Miss Guadeloupe Monde 2016. J'étais vraiment surprise, mais très fière que le jury m'ait choisi moi parmi les 12 candidates pour partir représenter la Guadeloupe à Miss Monde. C'est très difficile de se démarquer des autres jolies filles. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est peut-être mon niveau au niveau de la culture générale, mon anglais, du fait que je parle couramment anglais, et peut-être ma taille, mon physique. Magali, vous le dites quelque part, les filles sont bien préparées, elles apprennent à s'exprimer, à marcher en talons, quasiment des cours de développement personnel. Comment s'est passée cette préparation ? Cette préparation s'est passée vraiment merveilleusement bien. D'ailleurs, je remercie le comité qui a organisé tout cela pour nous toutes. Et surtout, les 12 candidates, on s'est vraiment très bien entendues. Donc, la préparation n'a pu que bien se dérouler. Mais comment elle s'est passée? Est-ce que vous nous racontez un petit peu comment vous avez été préparée? Alors, on a eu divers cours, dont cours de culture générale. On a eu des petites épreuves aussi de culture générale. Nous avons eu aussi des cours de démarche avec un coach et nous avons aussi eu des cours de sport au CREPS. Et on a eu pas mal de petites sorties comme celle-ci qui ont pu nous montrer nos forces, mais aussi nos faiblesses. Donc c'était vraiment très intéressant. Magali Adelson, vous serez prochainement confrontée à la dure concurrence d'un concours de beauté au niveau international. C'est un concours, c'est le plus prestigieux en tout cas au monde. Est-ce que vous vous sentez prête et suffisamment armée aujourd'hui? Écoutez, j'ai 4 mois pour me préparer. C'est peu. 4 mois, c'est pas beaucoup, mais je compte vraiment tout donner et me préparer sérieusement, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la culture générale ou encore au niveau du projet humanitaire qu'il faudra présenter une fois arrivé à Washington. Quel sera le vôtre? Vous avez déjà une idée? Oui, je compte m'intéresser à l'endométriose, qui est une maladie peu connue malgré les diverses associations qui ont été montées d'ailleurs. D'accord. Dites-moi, Magali Adelson, comment vous appréhendez cette année, ce règne en tant que Miss Guadeloupe International 2016?
Je suis quelqu'un d'assez positif. Je pense qu'il faudra beaucoup de courage pour cette année, mais je reste quand même assez positive et je pense qu'elle va bien se dérouler. Qu'est-ce que vous auriez aimé laisser comme image, vous transmettre comme message en tant qu'ambassadrice de la Guadeloupe? En tant qu'ambassadrice de la Guadeloupe, j'aimerais vraiment, ça me tiendrait vraiment à cœur d'embellir en fait l'image de la jeunesse guadeloupéenne. Magali Andelson, nous vous souhaitons une bonne chance pour cette élection. Nous sommes de tout cœur avec vous et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ils courent, ils sautent, ils utilisent le mobilier urbain pour faire des figures. Les adeptes de la discipline qu'on appelle le parcours sont de plus en plus nombreux en Martinique. Une bande d'amis tente d'ailleurs d'officialiser l'activité. Ils ont formé le groupe Street Warriors. Louis Sabas les a rencontrés. On regarde ensemble le reportage. Comme pour des ninjas des temps modernes, aucun obstacle ne semble leur résister. Geoffrey, Emmanuel et Gabriel sont des adeptes du parcours, l'art du franchissement, mais aussi celui de se surpasser. Le plaisir déjà, c'est d'apprendre à se connaître nous-mêmes. Donc vraiment, c'est vraiment connaître ses limites. On avance avec la peur. La peur est toujours présente, mais justement, elle nous aide et on arrive toujours à la dépasser. Donc toujours arriver au-delà de nos limites. Vraiment se dépasser, se sentir bien aussi dans notre corps. Car vraiment, on sent tout notre corps, on se déplace vraiment, quoi. On n'utilise pas un animal ni quoi que ce soit, on est vraiment libre de ses mouvements. Et c'est ça qu'on aime. Saut périlleux, escalade et roulade. Cette façon d'évoluer, en ville comme dans la nature, cela fait moins d'une dizaine d'années qu'il la pratique. Cela a commencé il y a 7 ans avec Gabriel et d'autres amis, un jeu qui au fil du temps a évolué en véritable passion. On se disait, vas-y, t'es pas capable de monter là, t'es pas capable de faire ci, voir comment je fais ça, vas-y, j'essaye et tout. Et c'est au fur et à mesure de jouer en fait qu'on se poussait les uns les autres. Et du coup, après, on a vraiment pris goût à faire des figures, à faire des saltos, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, comme à l'époque YouTube, ça commençait à peine à se populariser, qu'en fait, il y avait d'autres gens qui faisaient des trucs comme nous, qui faisaient des saltos et tout, et que ça s'appelait le parcours. Moi, personnellement, ça m'a encore encouragé à me pousser encore plus dans la pratique. Le parcours, cette discipline exige de bonnes aptitudes physiques et surtout un bon entraînement. Elle est née dans les années 90 en France. De nos jours, elle est pratiquée à travers le monde. Sous l'impulsion des Street Warriors, un club sera prochainement créé dans l'île. Il s'agit d'officialiser et d'encadrer la pratique. On a une fédération, une structure qui nous permet de faire, qui permet d'éduquer, de former et de les faire progresser. Et notre objectif justement, entrer dans ce cadre de la gym urbaine. Et ces jeunes qui faisaient déjà du parcours de manière libre, on nous a demandé de les structurer de façon à ce qu'ils puissent progresser et dynamiser leur pratique. Le comité demandera systématiquement l'autorisation d'utiliser des espaces communs. Et s'il y a des espaces urbains, même des propriétés qu'on voudrait utiliser, ça ne se fera pas de façon sauvage. Il y aura toujours, en tous les cas, le comité régional qui se porte garant et qui permettra de rassurer, en tous les cas, les utilisateurs et le public sur l'utilisation des espaces communs. L'association des Street Warriors verra le jour dans quelques mois au Diamant. Elle devrait drainer tous les adeptes du parcours de l'île. Pour l'heure, il serait une quarantaine, dont une dizaine de filles. Et en Guadeloupe, la tradition des combats de coqs tend à s'essouffler. Pratiquée depuis des générations, ce loisir intéresse peu les jeunes, ce que regrettent les défenseurs de la tradition qui tentent de ranimer cette activité. Je vous propose de revoir ce reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter dans cet univers impitoyable des pitacoques. Les coqs se provoquent, ils sont en compétition. Dans les mains de leur entraîneur et manager, ils se défient. Propriétaires, sympathisants, parieurs sont aux abois, chacun choisit son camp. Une tradition que la nouvelle association de pitacoques veut préserver. Nous avons constaté qu'un certain nombre d'années, c'est en régression et nous déplorons cette situation, d'où nous voulons vraiment que ça puisse évoluer et surtout les jeunes puissent continuer ce que nos aînés nous ont laissé. Nous essayons quelque part d'occuper cet espace. Des jeunes ne retrouvent pas. Au lieu de se lancer dans la violence, quand je vois l'actualité, braquage par-ci, menaces, etc., mort de jeunes de nos compatriotes, ça me touche profondément le cœur. Il n'y a pas ça dans les pitacoques. Voilà, tout à fait. Dans le pitacoque, nous avons quand même la philosophie de pouvoir
pouvoir éduquer, apporter une certaine instruction à nos jeunes, de pouvoir avoir d'abord ce qu'était le combat de coq d'avant, le fair play. Et c'est cette motivation qui me pousse encore plus à m'investir et aller encore plus loin avec cette présence effective de jeunes qui est présente avec nous aujourd'hui. Dans l'arène, les compétiteurs font grimper les paris. Ils attisent les foules, certains ont déjà un bon palmarès, à l'image d'Olivier. Son coq combattait contre un adversaire martiniquais qu'il a allongé au terme de 3 minutes de lutte acharnée. En Martinique, il existe une quarantaine de pitacoques, une tradition et une activité qui perdurent. Nous, en Martinique, on fait des combats de coq lundi à dimanche, sauf le vendredi. Dernièrement, j'ai fait des spectacles. Des spectacles et un peu de théâtre. Et donc, j'ai vu autres personnes que les gens de pit. Voilà, et c'était bien. J'ai vu de grandes personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un pit. En voyant ici, je vois qu'il y a des grandes personnes qui viennent. En Martinique, c'est très peu. Plutôt les jeunes qui rentrent maintenant dans le pit. De nombreux fanatiques, des hommes, quelques femmes et des jeunes garçons. Olivier, du haut de ses 12 ans, connaît déjà les codes, entraîne et sait se mouvoir dans ce monde d'experts. C'est mon papa qui m'a fait commencer à participer au combat de coq. Comment il t'a intéressé? Il m'a montré, il m'a expliqué en fait. Il m'a expliqué c'est quoi le but du combat de coq. Il m'a demandé est-ce que je veux l'aider, est-ce que je rentre avec lui en même temps ou est-ce que je vais faire après. Ce qui fait que depuis petit, je suis rentré dans ça et je l'ai fait. C'est comme mon papa n'est pas là, mes cousins, ils viennent m'aider à nourrir les poules, à les entraîner quand ils ont besoin d'entraînement, à leur donner des médicaments et tout. Mais les jeunes de ton âge ne sont pas intéressés. Non. Souvent décriée, cette tradition de combat de coq a failli disparaître. Les 8 derniers propriétaires de pit en Guadeloupe tentent de la préserver. Heureusement, la relève est présente et active. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez aux Abîmes, la ville sera touchée par des perturbations sur le réseau demain et jeudi. Des tours d'eau d'une durée de 24 heures sont donc programmés dans les secteurs desservis par le réseau de Bel-Ocado, c'est-à-dire la zone de Borico et plusieurs autres quartiers, notamment Pointe-d'Or, Boliki, Petit-Pérou, La Marina. En fonction de la durée des travaux, le cycle de coupure pourra être reconduit les 29 et 31 juillet prochains. Et puis, si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera demain à l'avenue de l'Europa à Saint-François de 14h à 18h30. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. Et c'est la fin de notre tranche d'informations. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 25 juillet. Après le choc, l'émotion, Daniel Césaire Gédéon, le pêcheur disparu en mer depuis 5 jours, a finalement été retrouvé sain et sauf. Isabelle Hameau et Moïse Dexter ont recueilli son témoignage aujourd'hui. Et dialogue de sourds au Crédit Agricole, la direction a cédé sur le maintien de la prime de vie chère. Mais le conflit n'est toujours pas réglé. L'heure est aux négociations sur les sujets de fond. Et l'allocation de rentrée scolaire sera versée quelques jours avant la rentrée. Les allocataires seront obligés de passer par la case délai déclaration sur Internet. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain dès 18h50.